à tous, j'espère que vous allez bien. Je rentre tout juste d'un voyage de 3 semaines en Thaïlande, voyage que j'ai beaucoup partagé sur Instagram et sur lequel j'ai reçu énormément de questions, comme par exemple quel a été mon budget, quelles sont les activités que j'avais prévues et est-ce qu'il y a des endroits que je vous recommande a posteriori ou pas. Aujourd'hui, je vais donc vous faire un gros bilan de ces vacances, bilan qui, vous l'imaginez, sera très subjectif étant donné qu'il s'agit de mon voyage, mon expérience et bien évidemment mon budget. Donc gardez bien ça en tête. Je vais commencer par vous détailler mon itinéraire et mes transports. Ensuite, je vous parlerai des endroits que j'ai plus ou moins aimés, notamment en fonction des activités que j'ai faites sur place. Je vous partagerai mon budget complet et détaillé pour ce voyage. Et enfin, je terminerai par quelques conseils qui me semblent très importants d'avoir en tête si vous préparez un voyage en Thaïlande. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai planifié mon itinéraire toute seule, sans passer par une agence de voyage et simplement en faisant quelques recherches sur internet sur quels endroits étaient susceptibles de me plaire. Et pour choisir mon itinéraire, je m'étais fixé 3 critères principaux. Le premier étant que 3 semaines, vous en conviendrez, c'est vraiment la durée idéale pour visiter un pays et je savais que pendant cette période-là, j'allais pouvoir voir un maximum de la Thaïlande et visiter autant le nord qui est plus authentique que le sud avec les plages ou encore Bangkok. Par contre, c'était hors de question pour moi de faire ce que j'appelle du fast-food touristique et au final de passer tout mon temps dans les transports à aller d'une destination à une autre parce que il faudrait cocher absolument toutes les cases de il y a ça à faire en Thaïlande, il y a ça à faire au nord, il y a ça à faire au sud. Moi vraiment, changer d'hôtel tous les soirs et passer ma vie sur les trajets, ça m'intéresse pas. Le but des vacances pour moi, c'est aussi de me reposer, de prendre le temps et pour ça, c'était important de bien sélectionner mes destinations et d'y passer plusieurs nuits. Mon deuxième critère, qui est en lien avec le précédent d'ailleurs, c'était de faire en sorte d'éviter au plus possible les endroits qui sont trop dénaturés et envahis par le tourisme de masse avec tous les désagréments que cela implique. Moi, globalement, ce qui m'intéresse, ce sont les espaces naturels préservés, les activités les plus éthiques possibles et découvrir une culture, des traditions auprès de gens qui sont passionnés et intéressants. Et c'est pour ces deux raisons que j'ai fait le choix de ne pas m'arrêter dans des endroits qui sont pourtant ultra populaires comme Koh Phi Phi, Ao Nang, Phuket ou encore Koh Samui. Et enfin, mon troisième critère, c'est que ma première semaine allait être en solo, mais ensuite ma maman allait me rejoindre pour les 2 dernières semaines, donc il fallait que mon itinéraire il tombe bien pour qu'elle me rejoigne facilement, et ensuite forcément je devais adapter mon voyage pour que ça lui plaise aussi. Mon itinéraire est donc le suivant. J'ai commencé par 2 nuits à Bangkok où j'ai été hébergée chez Juan et sa compagne, ensuite direction le sud avec tout d'abord 4 nuits à Khao Lak, puis 3 nuits à Krabi Town où j'ai récupéré du coup ma maman. Nous sommes ensuite descendus vers la célèbre île de Koh Lanta pour 4 nuits, puis direction la ville la plus connue du nord, Chiang Mai pour 5 nuits et nous avons terminé notre séjour à Bangkok pour 3 nuits. Pour ce qui est des déplacements, j'ai fait le choix de faire au plus rapide et confortable tout simplement pour perdre un minimum de temps dans les transports. Pour ce qui est de mon vol Paris-Bangkok, j'ai fait un vol direct avec Air France qui m'a coûté 1260 € environ pour l'aller-retour évidemment. C'est un tarif qui est relativement classique si vous partez en Thaïlande en cette saison. Ma mère, je crois, est partie quant à elle avec Thai Airways et je sais que son billet lui a coûté environ pareil. J'ai pris mon billet en septembre pour janvier, donc quand même relativement en avance et que le moins cher en comparaison que j'avais trouvé, c'était un vol à 950 voire 1000 € environ, mais avec une escale de 21 heures à l'aller et au retour à New Delhi. J'ai trouvé que pour la différence de prix, ça valait pas le coup de perdre 2 jours de voyage en transit. Et sinon, pour ce qui est de mes déplacements à l'intérieur du pays, j'ai privilégié l'avion. À nouveau, pas du tout la solution la plus écologique, j'en conviens, mais à nouveau la plus pratique et rapide. J'ai fait 3 vols avec la compagnie AirAsia et je dois dire qu'à chaque fois tout s'est très bien passé, que ce soit au niveau des vols ou des aéroports. J'ai pas eu de soucis et je sais que ça peut arriver parfois là-bas. Et pour le reste de mes transits, soit aéroport de Phuket à Khao Lak à Krabi et l'aller-retour entre Krabi et Koh Lanta, ça s'est fait cette fois-ci via des compagnies de transport de voyageurs où j'ai réservé une place à chaque fois dans une sorte de minibus d'une 12aine de places. Et pour le coup, je dois dire que les trajets que j'ai fait à chaque fois étaient entre 2 et 4 heures à peu près et m'ont coûté entre 10, 15 voire 20 € maximum et j'ai trouvé pour le coup que c'était un très bon rapport qualité-prix.
Si je devais faire un classement de mes différentes destinations et vous dire ce que je vous recommande le plus ou pas, clairement en dernière position je mettrais Krabi Town, étant donné que j'ai trouvé que Krabi en elle-même au final n'avait pas énormément d'intérêt. Je m'y suis surtout arrêtée pour récupérer ma maman. Quand on était là-bas, on a tout de même fait une excursion d'une journée mais que je n'avais pas booké à l'avance. C'est la personne de l'hôtel qui nous a proposé de faire ça lorsqu'on est arrivé. Et pour être honnête, j'ai un peu regretté parce qu'on s'est retrouvé dans un tour où il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de groupes et je vous ai dit, je voulais éviter les endroits où il y avait beaucoup de touristes, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Aussi, j'ai trouvé qu'on avait été très speed pendant toute la journée, on n'a pas vraiment eu le temps de profiter des endroits où on est allé, donc on est allé dans des sources chaudes où on pouvait se baigner, ça durait 1 heure et là pour le coup c'était sympa, ça suffisait. Ensuite on est allé voir une Emerald Pool qui était un lieu un peu dans la jungle avec des sources naturelles d'eau où on pouvait se baigner à certains endroits et observer à d'autres endroits. Mais le temps de faire le trajet pour aller tout au bout, de revenir, c'était déjà l'heure de manger. On a mangé en speed, on devait retourner dans le minibus. Et par contre, le dernier endroit où on a été, on a été speedé et ça m'a vraiment déplu parce que j'ai envie de prendre mon temps quand je suis dans des beaux endroits. On a été au Tiger Cave Temple et ça, je vous recommande vraiment de le faire parce que il y a beaucoup de marches à monter, je vous le cache pas, il y a 1263 marches de mémoire qui sont très hautes en plus de la taille de mon tibia pour certaines, mais vraiment quand on arrive en haut, on a une vue qui est incroyable et ça, je regrette pas de l'avoir fait, mais je trouve que ça aurait valu vachement plus le coup d'y aller seul, sans guide, parce que ça servait à rien et on aurait pu avoir tout notre temps. Ensuite, en 4e position, ça va peut-être en étonner plus d'un, mais je mettrai Bangkok, étant donné que je n'ai pas aimé Bangkok tout simplement. Je trouve que c'est très passable une fois qu'on a vu toutes les belles choses qu'il y a à voir en Thaïlande. Ça vaut pas le coup de passer selon moi plus de 2 jours, 3 jours maximum là-bas. Très bruyant, très pollué, bondé. Il y a beaucoup de clim dans les centres commerciaux, les transports en commun et beaucoup d'attrapes touristes, donc il faut vraiment savoir où on va. J'ai eu de la chance parce qu'au début j'ai eu 2 super guides qui habitent là-bas, donc c'est vraiment plus facile. Et j'ai pu aller au marché de Chatuchak qui est à voir, c'était sympa, mais il y a beaucoup de choses made in China, donc Chinatown c'est très sympa. Aussi avec ma mère on a été voir l'ancienne maison de Jim Thompson qui était un négociant de soie et le Grand Palais. Ça franchement j'ai trouvé que c'était sympa même s'il y avait du monde, mais en toute honnêteté si à la fin de mon voyage j'avais pas eu ma mère avec moi, je pense que j'aurais remodifié un petit peu mes derniers trajets et mes dernières nuitées pour passer moins de temps à Bangkok et plus de temps ailleurs. Et pour ce qui est des 3 dernières destinations, ce sont vraiment des endroits que je vous recommande les yeux fermés parce que je les ai adorés. En 3e position, du coup, je vais mettre Koh Lanta, sachant qu'on a séjourné dans le sud de l'île, donc c'était à circuler, il n'y avait pas beaucoup de touristes, c'était très agréable. C'était principalement pour le repos, la plage, profiter de la villa qu'on avait, regarder les singes le matin et le soir, vraiment prendre le temps. Par contre, ça a le côté négatif de ses avantages, à savoir que c'était relativement isolé et donc notamment les taxis étaient relativement chers là-bas, ce qui fait qu'on n'a pas du tout bougé sur l'île, on est vraiment resté autour de notre Airbnb, mais ça nous allait très bien. Niveau activité, la seule chose qu'on a fait là-bas, mais je vous la recommande encore une fois à 100%, c'est une sortie en mer pour aller voir l'île de Koh Ha pour aller faire du snorkeling ou de la plongée. Donc j'ai fait du snorkeling et ma maman a fait de la plongée et j'ai vu tellement de belles choses. J'ai vu des requins, j'ai vu des murènes, mes premières murènes, barracuda, des seiches, des poissons clowns, des récifs coralliens de toutes les couleurs et des poissons de toutes les couleurs également. Vraiment, c'est à faire. En 2e position, j'ai choisi Chiang Mai qui est du coup la seule ville du nord qu'on ait faite et que j'ai trouvé du coup très authentique, très intéressante culturellement parlant, beaucoup plus que Bangkok. J'ai trouvé, en tout cas selon moi, j'ai vraiment apprécié mon temps là-bas et surtout il y avait tellement d'activités extra à faire. On a fait notamment un cours de cuisine thaï que je vous recommande à 1000%. On vous emmène au marché, on vous explique plein de choses sur les ingrédients, on vous emmène dans un endroit où vous allez pouvoir passer une grande partie de la journée à cuisiner, à discuter avec les gens, à goûter vos plats et vraiment c'était très enrichissant. En plus la personne qui nous a fait ça était adorable vraiment. On a été voir un sanctuaire d'éléphants éthiques bien évidemment, on a pu passer la journée avec ces géants, à les observer, à apprendre un peu leur histoire, à leur préparer à manger. C'était vraiment une expérience
incroyable. La ville en elle-même est très jolie, on a passé beaucoup de temps à se balader dans les petites rues du centre historique qui par moments faisait un peu japonisant mine de rien. Il y a également énormément de temples, si vous voulez voir des temples c'est à Chiang Mai qu'il faut aller pour le coup. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est un des rares endroits de Chiang Mai, mine de rien, où j'ai trouvé des boutiques avec des objets artisanaux parce que à Bangkok et dans le sud, globalement, c'était du made in China. Et j'avais envie de ramener des choses un petit peu authentiques, un petit peu du coin. Et là, j'ai pu ramener quelques poteries, quelques tissus, aussi pas mal de choses séchées du marché comme des fleurs de Butterfly Pea, ça s'appelle, donc c'est des fleurs qu'on plonge dans l'eau, qui teintent l'eau en bleu et quand vous mettez du citron ça devient violet. Pour moi c'est vraiment un passage qui est obligé, je vous assure que vous allez vous régaler. Par contre, il y a une chose que je ne vous recommande absolument pas de faire à Chiang Mai et qui est la seule chose que je regrette là-bas, c'est de faire une excursion à la journée dans la ville de Chiang Rai. Chiang Rai, vous allez pouvoir y trouver notamment deux temples qui sont relativement connus, qui sont des temples récents et très touristique, le temple blanc et le temple bleu. Sauf que c'est à 3 heures de route de Chiang Mai, donc aller et retour déjà ça vous bouffe une bonne partie de votre journée et vous allez potentiellement arriver au temple blanc en même temps que tous les autres touristes. Je voulais éviter la masse de touristes, je me suis retrouvée en plein dedans et ça a été une journée longue et franchement pas folle. Si vous voulez aller visiter Chiang Rai, je pense que le mieux c'est d'aller passer une nuit ou deux nuits là-bas, comme ça vous pourrez arriver avant tout l'écart de touristes et essayer de vous faufiler en dehors de la foule. Et donc, vous l'aurez compris, la destination que j'ai préférée pendant mes vacances, ça a été Khao Lak. C'est un village qui est situé au nord-ouest de Phuket, sur la côte, qui est pas ultra connu, mais en même temps qui est pas super accessible, étant donné que pour y aller depuis Bangkok, vous devez faire l'avion jusqu'à l'aéroport de Phuket, puis la navette pendant 2 heures. Donc il faut s'accrocher, mine de rien, pour y aller, mais ça se fait très bien, croyez-moi, et ça vaut le coup. Pour la petite histoire, c'est la première destination que j'ai choisie parce que quand j'ai commencé à réfléchir à mon voyage, je savais que je voulais faire du snorkeling. J'ai fait 2 excursions avec la même compagnie de plongée et je suis très contente parce que j'ai passé pas mal de temps, mine de rien, à regarder les compagnies de plongée qui étaient pas avec des trop gros bateaux, qui emportaient pas trop de monde et qui allaient quand même dans des endroits qui étaient un petit peu préservés. Encore une fois, c'était important pour moi et je suis passée du coup par Wet Zone Divers et ils étaient super. Petit bateau, on était 25 au maximum, donc c'était nickel. Vous avez les snacks, vous avez les repas sur place et j'ai fait 2 excursions du coup à Koh Tachai et à Koh Bon et c'est le premier endroit où notamment j'ai pu nager avec des requins et c'était vraiment incroyable. Donc rien que pour ça, c'était super. Sinon, s'il y a bien une chose que j'ai adorée quand j'étais là-bas, et je vous dis ça alors que j'ai fait des sorties plongées qui déjà nageaient avec des requins, des poissons de toutes les couleurs, c'était incroyable. C'est une excursion d'une journée à Khao Sok. Khao Sok, c'est le parc national qui est pas très loin de Khao Lak et qui est globalement un immense lac avec des espèces de formations rocheuses, de montagnes avec des arbres dans tous les sens qui sortent de l'eau. Et grosso modo, vous vous croyez dans Jurassic Park et c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Vraiment, c'était une journée qui était magnifique et au final, la seule chose que je regrette de cette journée, c'est de ne pas avoir organisé mon séjour pour y passer au moins une nuit ou 2 nuits. J'ai réussi à trouver une excursion au départ de Khao Lak qui était plutôt bien organisé, le guide était cool et j'ai l'impression que par rapport à d'autres groupes, on s'en est bien sorti. Je vous cache pas que Khao Sok c'est mine de rien une destination où il y a beaucoup de monde qui va, mais encore une fois, comparé à Koh Phi Phi, Phuket, d'autres endroits, c'est très raisonnable. Vous l'imaginez bien, pendant mes vacances, j'ai tenu une comptabilité précise afin de pouvoir vous partager mon budget. À savoir que la monnaie thaïlandaise est le baht et que 1 euro équivaut à environ 38 bahts. Bien évidemment, sur place, j'ai payé en bahts, mais pour cette vidéo, j'ai converti tous mes montants pour vous faire les totaux en euros. Le plus important à retenir, c'est que la vie quotidienne en Thaïlande est relativement bon marché par rapport à ce à quoi on est habitué en Europe. C'est-à-dire que vous pouvez manger facilement pour aller entre 3 et 7 euros,
ou encore un massage coûte environ 12 €. Mais par contre, pour tout ce qui est de l'extra, du tourisme, de la culture, de la nourriture plutôt occidentale, là tout de suite ça va paraître beaucoup plus énorme. Je pense notamment à l'alcool qui est très cher là-bas. Je me rappelle que un des premiers dîners que j'ai fait dans un resto, j'ai pris un plat, une petite boisson, j'en ai eu pour aller 250 bahts, mais par contre j'ai pris le lendemain un verre de vin ou un cocktail et c'était 180 ou 200 bahts, donc quasiment aussi cher. Aussi forcément si vous voulez manger dans un endroit un peu branché type rooftop à Bangkok, forcément tout de suite vous allez tomber sur des prix qui sont beaucoup plus proches de ce à quoi on est habitué chez nous. Ma mère et moi on a été tout de même relativement raisonnable côté nourriture. Globalement on a mangé énormément taille. Les meilleurs restos qu'on ait fait, je dois dire, c'est globalement des sushis parce qu'on adore les sushis toutes les deux, donc c'est là où on a dépensé le plus d'argent. Et quoi qu'il en soit, pour ce qui est du budget boissons et nourriture, j'en ai eu pendant ces 3 semaines pour 250 €. Pour ce qui est du shopping maintenant, donc je vous en ai déjà un peu parlé, mais il y a une chose qui m'a choquée à Bangkok, c'est que leurs centres commerciaux sont déjà très nombreux, ils sont immenses, mais surtout les prix sont très similaires à ce qu'on trouve chez nous. Et encore une fois, j'ai trouvé que de manière générale c'était compliqué de trouver des belles choses à ramener en souvenir à la maison parce qu'il y a beaucoup de made in China. Après, la Thaïlande est très influencée par la Chine et il y a beaucoup de Thaïlandais qui ont de base une culture chinoise, donc c'est comme ça chez eux. Mais vraiment, personnellement, ça ne m'intéressait pas. À nouveau, c'est vraiment à Chiang Mai que j'ai trouvé mes meilleurs cadeaux, mes meilleurs souvenirs. Et au final, le plus gros achat que j'ai fait pendant mon séjour, c'est même pas pour moi, c'est pour ma maman, puisque je lui ai offert un beau foulard en soie de chez Jim Thompson qui représente plus de la moitié de mon budget shopping, mine de rien, budget qui s'élève au total à 238 €. Ensuite, pour ce qui est de la catégorie bien-être, j'ai compté tout d'abord 4 massages à l'huile en Thaïlande et quel bonheur d'avoir découvert les massages thaïlandais. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y, je vous le recommande, ça fait un bien fou, ça procure une sensation de détente incroyable. Et sinon, sur place, j'ai également payé une crème solaire qui était respectueuse des coraux parce que j'avais pas fait attention, mes crèmes solaires ne l'étaient pas, donc pour la plongée, c'était obligatoire dans les parcs nationaux. Et également quelques médicaments. Tout cela pour un total de 69 €. Pour ce qui est des transports locaux, nous avons utilisé quelquefois des taxis pour faire de petites distances sur place quand on avait marché plusieurs kilomètres, on avait la flemme des fois de rentrer dans l'autre sens, donc on a utilisé les taxis et c'était vraiment pas cher. Et également forcément à Bangkok on a utilisé les transports en commun, notamment le métro qui est vraiment nickel, à l'heure, sûr, pas cher, vraiment on devrait en prendre de la graine. Et j'en ai eu au total pour 74 €, donc vraiment pas cher pour tout ce qu'on a fait. Encore une fois, le seul endroit où ça a été assez cher de se déplacer, c'était Koh Lanta, parce que je vous le rappelle, comme il n'y a pas beaucoup de taxis, comme c'est assez isolé, un trajet pouvait facilement coûter 10-15 €, donc au final on a décidé de ne pas le faire. Mais si jamais vous voulez aller de ce côté-là, eh bien le budget déplacement forcément il va augmenter. Ensuite j'ai considéré une petite catégorie de 16 € pour le montant des frais bancaires que j'ai pu avoir quand j'ai fait des retraits au distributeur, ainsi que pour les quelques pourboires que j'ai pu payer dans des restaurants pour des artistes qui venaient se produire ou encore lors des fire shows à Koh Lanta. En ce qui concerne toutes les activités que j'ai pu faire et dont je vous ai un peu parlé précédemment, donc des sorties snorkeling en mer, des excursions, des visites culturelles, etc. Je vous affiche ici le détail des prix et sachez que j'en ai eu au total pour 571 €. Le total de mes hébergements s'élève quant à lui à 1490 € pour 19 nuitées seulement, puisque les 2 premières j'étais logée gratuitement chez Juan. Étant donné que la Thaïlande est très touristique, il y a énormément d'hôtels, énormément de guest house, et donc c'est super facile de réserver des logements en dernière minute. Mais moi je suis un peu psycho-rigide là-dessus, j'aime bien quand les choses sont organisées à nouveau, et j'avais tout réservé à l'avance avec Booking et Airbnb. Et pour le coup, j'ai fait tous les types de logements pendant mon séjour. Ça va de la nuitée à 10 € à Khao Lak sur Airbnb, dans un espèce de centre de plongée à moitié en travaux avec un confort vraiment basique et avec des sanitaires en commun, jusqu'à la superbe chambre dans l'espèce de palace à Chiang Mai où j'étais, avec le petit déjeuner, la piscine, vraiment un endroit super beau à 180 €. Mais l'endroit que j'ai préféré vraiment c'était la villa à Koh Lanta qui était
dans un superbe cadre, elle était tout en bois, très bien agencée et on était vraiment dans un cadre qui était reposant. Donc c'est vraiment le logement dont j'ai le plus profité. Pour avoir fait un peu tous les prix, ça sert à rien de prendre un logement qui est trop cher, qui tend vers les 100 €. Vraiment, c'est du superflu. Franchement, pour une quarantaine d'euros par nuit, vous vous en tirez avec un hôtel plus que correct. Je termine ce budget avec les coûts relatifs aux transports principaux, à savoir mon aller-retour Paris-Bangkok. Avec un petit kiff au retour, j'ai pris un surclassement en Premium Economy, les 3 vols intérieurs avec AirAsia, ainsi que les transits en minibus. J'en ai eu au total pour 1760 €. Et tout cela, mis bout à bout, fait qu'au final, ces 3 semaines m'auront coûté un peu moins de 4500 €. Et petite remarque sur ce montant, mais à nouveau, ma mère, elle s'est greffée à mon voyage et donc, dans mes chiffres, je n'ai pas pris tout ce qui correspond à elle. Donc, il n'y a pas ses trajets, il n'y a pas sa nourriture, il n'y a pas ses loisirs, c'est vraiment que moi. Si jamais j'avais voulu faire un budget moyen par personne, je pense qu'au final on arrive plutôt aux alentours des 3700 € par personne, étant donné forcément que le budget de l'hôtel aurait été divisé par 2. Je voulais terminer cette vidéo avec 5 points, 5 conseils qui me semblent intéressants d'aborder si vous préparez un voyage en Thaïlande et que je tire de ma propre expérience là-bas. Le premier concerne l'argent. Sachez que hormis dans les grandes villes où vous avez pour le coup des possibilités de paiement par carte, dans le reste de la Thaïlande, dans les zones un peu plus rurales, un peu plus reculées, techniquement tout se fera en liquide et du coup il faut veiller à ce que vous ayez suffisamment de liquide, donc de bahts sur vous pour pouvoir tenir si vous êtes un peu isolé. Et pour obtenir des bahts, vous avez plusieurs possibilités, donc bien évidemment vous pouvez convertir des euros en bahts en France, mais je pense que les frais doivent être hors de prix, j'ai même pas regardé de mon côté. Mais sinon, sur place, vous avez tout d'abord la possibilité de retirer des bahts à un guichet automatique, mais sachez que pour cela vous aurez des frais de retrait qui s'élèvent de mémoire à 220 bahts par retrait, donc 6 € à chaque fois. Donc évitez, mine de rien, de faire plusieurs petits retraits. Si vous devez le faire, faites-le avec un seul gros montant. Mais attention également parce que vous pourrez avoir des frais de votre banque en plus de ça. Et sinon, la deuxième possibilité que vous avez, qui me semble d'ailleurs au final la moins chère en termes de frais, c'est d'amener des euros en liquide là-bas et de les changer sur place dans un bureau de change, sachant que vous avez normalement un meilleur taux de change si vous amenez des grosses coupures, donc à partir des billets de 100 €. Je me souviens que j'avais eu ça, mais moi j'avais que des billets de 50, donc j'ai perdu quelques bahts, mais c'est pas non plus énorme. Mais mine de rien, si vous amenez beaucoup d'argent, ça peut faire une différence. Et vous avez notamment un bureau de change qui s'appelle Super Rich, qui est assez connu parce que c'est le premier que vous voyez en arrivant à l'aéroport. Mais sinon, dans les centres commerciaux, à Bangkok notamment, vous en avez beaucoup d'autres qui sont aussi très bien. Donc, pensez déjà en amont à comment vous allez vous organiser pour votre argent là-bas. Côté produits pharmaceutiques, maintenant je vous encourage vivement à prévoir tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans votre valise avant d'arriver, étant donné que là-bas tout ce qui est crème solaire, médicaments, etc. c'est très cher, j'ai pu le constater sur place. Par contre, s'il y a une chose que vous n'avez pas besoin de prévoir, c'est l'anti-moustique. Globalement, ceux qui sont chez nous sont inefficaces et il vaut mieux en fait acheter un anti-moustique sur place. Vous pourrez en trouver dans les magasins type 7-Eleven, c'est des petites supérettes et ça ressemble à un petit flacon avec un tube rose et pour le coup il y a des produits dedans qui sont beaucoup plus efficaces contre les moustiques. Petit conseil concernant les transports maintenant, sachez que dans les taxis, quand vous montez, il faut demander meter, c'est-à-dire il faut demander au chauffeur de mettre l'affichage du compteur des kilomètres plutôt que de vous proposer un prix fixe pour aller à une destination, tout simplement parce que si vous affichez la distance, généralement ça sera beaucoup moins cher. Et aussi l'équivalent de Uber là-bas, vous l'avez pas dans tout le pays, par exemple à Koh Lanta il n'y avait pas, mais cette application s'appelle Grab. Il y a la possibilité de faire des trajets comme en Uber, mais il y a également la possibilité de se faire livrer à manger. On l'a pas testé cette fonctionnalité là, mais par contre c'est quelque chose qu'on a très souvent utilisé pour faire des petits trajets de quelques kilomètres lorsqu'on voulait rentrer à l'hôtel. En revanche, pour ce qui est de mes transits entre plusieurs villes, les sites que j'ai utilisés principalement c'est One2Go et Bookaway. Ce sont des sites où il y a beaucoup d'offres différentes. Vous pouvez avoir des bus, vous pouvez avoir des transports privés vraiment à 300, 400 €, mais c'est vraiment si vous voulez le bus
pour vous tout seul globalement. Du coup faut fouiller un petit peu, mais vous pouvez vous en tirer pour des trajets autour de 15-20 euros. Par contre, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, c'est de bien lire les petites lignes du contrat quand vous réservez, parce que, alors ça a failli m'arriver, mais j'avais lu les petites lignes donc j'ai anticipé le problème. Il est possible en fait que les chauffeurs n'acceptent pas vos bagages tout simplement parce que c'est des minibus avec 12 places de mémoire, mais le coffre il est tout petit, donc globalement les gens s'ils ont tous des sacs à dos ça va, mais si on commence à avoir une grosse valise, un gros bagage, eh bien ça risque de ne pas passer et le chauffeur va commencer à essayer de jouer à Tetris avec vos bagages et potentiellement si ça ne rentre pas, il peut vous dire bah toi tu rentres pas, ta valise elle rentre pas et bah bon courage pour trouver un autre déplacement à ce moment-là. Du coup ce que je vous conseille vraiment de faire, et c'est ce que j'ai fait avec ma mère, c'est de réserver tout simplement une place en plus pour mettre la valise sur un siège. À nouveau avec ce type de transport, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un bon rapport qualité-prix et d'autant plus que c'est super pratique parce que souvent on vient vous chercher à votre hôtel et on vous amène à votre hôtel suivant, ou en tout cas on vous amène à l'adresse que vous voulez. Donc ça c'est vachement pratique si vous voulez pas vous trimballer vos bagages. Par contre ça implique d'être un peu souple sur les horaires. Sur les réservations que j'ai faites, ils demandaient d'être disponible au point de rendez-vous au moins une demi-heure avant l'heure prévue. C'est un peu ce qui s'est passé à chaque fois, mes bus ils sont arrivés 20-15 minutes en avance, donc c'est bien de prévoir un peu de temps. Pour terminer sur la question des transports, je vous balance plein d'infos à droite à gauche, vous en faites ce que vous voulez, peut-être que ça vous sera utile, peut-être que ça le sera pas. Faites attention, mais à Bangkok il y a en fait 2 aéroports, donc si jamais vous devez prendre un avion, vérifiez tout simplement que vous allez vers le bon aéroport et pas vers l'autre, ça pourrait vous éviter des surprises. Si jamais il vous venait l'envie de conduire en Thaïlande, j'ai trouvé en tant que passagère dans les minivans que les routes principales étaient vraiment de très bonne qualité et même les petites routes pour la plupart étaient vraiment de meilleure qualité que certaines routes en France. Encore une fois, je trouve qu'on devrait en prendre de la graine et globalement j'ai pas trouvé que, bon, sauf dans Bangkok, Chiang Mai, dans les grandes villes, j'ai trouvé qu'il y avait relativement peu de circulation. Donc franchement, si vous hésitez à louer un véhicule, un scooter, une voiture, n'hésitez pas. J'ai pas eu le sentiment que c'était plus dangereux que ça. Il faut faire attention, mais c'est pas non plus ce qu'on s'imagine de l'Asie qui fourmille vraiment de monde et où c'est impossible de circuler. En revanche, faites attention sur les locations. J'ai entendu pas mal d'histoires comme quoi il y aurait certains loueurs qui voudraient faire du chantage en retenant le passeport, en demandant plus d'argent, etc. Donc renseignez-vous bien et organisez-vous bien également. Mon 4e point, il concerne les vêtements et la tenue vestimentaire que vous devez avoir en Thaïlande. Sachez déjà que niveau météo, donc en plein mois de janvier, vers le sud, j'ai eu aux alentours de 30, 35 et pas en dessous de 25 la nuit, et plus au nord à Chiang Mai, on était plutôt sur une moyenne de 25-26 en journée et 15 la nuit. J'ai pas eu un seul jour de pluie vraiment, donc si vous prenez juste un petit kawaii au cas où et un pull ou 2 petits pulls assez légers, ça suffira amplement. Il n'y a pas besoin de prendre trop de vêtements différents. Et surtout, quand on visite un pays avec une culture différente, quand il y a des temples où il faut avoir une tenue un peu décente, on pense à prendre évidemment, encore une fois, des vêtements qui couvrent les épaules, qui couvrent les genoux, qui couvrent les jambes parfois, donc des pantalons longs, des jupes longues. Moi par exemple cette robe ça allait pas, je devais mettre un châle notamment pour me couvrir. Le châle ça peut également servir dans les transports en commun où la clim elle est à fond. Mais voilà, je pense que c'est important de s'adapter à la culture du pays qu'on visite. Et enfin je voulais terminer avec un dernier conseil, ou en tout cas un point qui me semblait important d'aborder, c'est celui de se renseigner vraiment sur le côté éthique des activités que vous allez faire, et notamment celles qui impliquent des animaux sauvages. Vous l'imaginez bien, il y a énormément de business autour des animaux exotiques en Thaïlande et notamment autour des éléphants. Et quand vous voyez un établissement de type sanctuaire d'éléphants, c'est pas forcément ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'on va vous présenter une situation où on a recueilli, on a récupéré un éléphant, et vous, ce qui est super cool, c'est que vous allez pouvoir voir l'éléphant, le toucher, lui donner à manger, prendre le bain, faire vos photos, etc. Sauf que quand vous avez passé cette heure avec cet éléphant, votre groupe part et un autre groupe arrive et il fait exactement la même chose. Et en fait, quand on y réfléchit, eh bien cet éléphant, il est en fait forcé à faire
toutes ces activités à chaque fois, toute la journée, et en fait c'est un nouveau travail pour lui et du coup on n'est plus trop dans le côté éthique du sanctuaire. Donc vraiment faites vos recherches et privilégiez les endroits où les contacts sont limités. Bien évidemment on ne monte pas sur les éléphants quand on est une personne éduquée et soucieuse du bien-être de l'animal, et bien évidemment, encore une fois ça me semble évident, mais on ne va pas faire des photos avec des tigres à moitié shootés dans des cages sous prétexte qu'on adore les tigres et qu'on a envie d'une photo pour Instagram avec une peluche. Ça me semble important. Vraiment, vous comportez pas comme des idiots sous prétexte que vous êtes en vacances dans un pays étranger. Et donc voilà pour ce qui est de cette vidéo récapitulative de mon voyage en Thaïlande. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère également surtout qu'elle vous sera utile si jamais vous envisagez d'y aller un jour. C'est un pays que j'ai adoré, que ce soit pour son climat, sa nourriture, sa culture et sa douceur de vivre. Donc je vous recommande chaleureusement d'y aller si jamais c'est dans vos projets, parce que moi j'ai pas regretté et j'espère pouvoir y retourner, mais cette fois-ci avec mon conjoint. Bien évidemment, si jamais vous avez des questions particulières sur les endroits où j'ai été ou toute autre question, je serais ravie d'y répondre en commentaire. En tout cas, je voulais vraiment insister sur la question du budget. Ne soyez pas effrayés par l'argent que moi j'ai dépensé pour mon voyage. C'est un pays qui est très adaptable au budget de chacun. On peut autant se faire un voyage en sac à dos très roots et vraiment pas cher pour le coup, qu'un séjour beaucoup plus luxueux avec des hôtels un peu plus exclusifs. Le gros point de dépense qu'il faut retenir, c'est le trajet pour y aller avec l'avion. Et ensuite, sur place, il y a des choses à faire en fonction du budget de chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la soutenir et à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!